et bienvenue dans les 4V Aurore Berger. Quelle résolution avez-vous prise pour 2023 pour commencer? Écoutez, on va commencer avec un calendrier qui est bien chargé au niveau parlementaire. Je crois qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Donc restez déterminés et restez sereins. Je crois que c'est important. C'est la période des vœux. On est encore dans l'époque où on est dans l'amour de son prochain. Quels sont les vœux que vous formulez pour ces 3 personnes qu'on va découvrir? Alors on va y aller dans l'ordre, s'ils veulent bien apparaître. Voilà, on va commencer avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à Marine Le Pen? Je n'ai pas de souhait particulier à formuler, ni pour Marine Le Pen, ni pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois surtout qu'on a besoin d'avoir des oppositions qui soient dans une position de responsabilité aussi à l'Assemblée nationale et pas de vacarme permanent. Et c'est malheureusement souvent le cas. Et ça se fait au détriment d'un débat qui est un débat de fond essentiel. Vous les mettez dans le même sac aujourd'hui à l'Assemblée ? Non, ils ont des attitudes qui sont différentes. Il y a un parti qui cherche à tout prix une respectabilité, une notabilisation et qui arrive à le faire aussi par un énorme effet de contraste avec LFI. Plus LFI est dans le vacarme, le bruit, et plus évidemment le Front National apparaît comme étant respectable. Et notre responsabilité à nous, c'est de démontrer quelles sont réellement leurs idées, quels sont leurs projets politiques, d'arriver à démasquer sur le fond, en fait, ce qu'ils proposent et de démontrer en quoi nous, surtout, on sait être plus efficaces. La troisième personne qu'on voyait, c'est Emmanuel Macron, à qui beaucoup reproche dans l'opposition, mais aussi parfois dans sa majorité, de n'écouter jamais personne. Alors vous lui dites quoi pour 2023 au chef de l'État? Déjà, il nous écoute et il nous reçoit régulièrement et on échange évidemment avec le président de la République. Il est à l'écoute de sa majorité parlementaire parce que, quoi qu'en disent les 2 autres personnages, la seule majorité qui est cohérente à l'Assemblée nationale, c'est justement la majorité présidentielle. Donc nous, on a besoin d'avoir un président qui est fort et qui a été réélu par les Français, avoir un gouvernement solide et d'avoir une majorité évidemment qui elle aussi est entendue et sait se faire entendre. Et Adrien Quatennens, vous souhaitez quoi pour 2023 ? Je souhaite qu'il ne revienne pas à l'Assemblée nationale. Définitivement. Je crois que ce serait une insulte faite aux droits des femmes, évidemment, qu'il revienne. On a pour la première fois un parlementaire français en exercice qui a été condamné pour des faits de violence faites aux femmes, des faits de violence conjugale. Moi, j'ai pas à présumer, si vous voulez, de situations où la justice est saisie. Mais une fois que la justice s'est prononcée, une fois qu'elle a dit la vérité judiciaire... Même si la condamnation n'est pas encore définitive, voilà, il reste présumé innocent au nom du droit. Il a reconnu, vous le savez bien, vous l'avez suffisamment dit, des faits qui sont des faits constitutifs de violence conjugale et il a, parce qu'il a accepté une procédure particulière, été condamné. Et je crois qu'on ne peut pas représenter l'ensemble de la nation parce que quand on est député, on représente tous les Français, y compris donc les femmes. Est-ce qu'on est en situation de pouvoir les représenter, de participer demain à des débats qui parleront de la question de la santé des femmes, qui parleront aussi de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes? Quand on voit certaines archives où il est à l'Assemblée, où il s'exprime sur la question des violences faites aux femmes, vous imaginez à quel point ça paraît complètement incongru qu'il puisse revenir dans l'hémicycle. Bon, vous parlez de la santé des femmes, vous parlez de la santé en général. Cette année 2023, elle commence au chevet de nos hôpitaux, de nos urgences, notre système de santé. Les médecins libéraux sont en grève toute cette semaine encore. Dans les urgences, c'est la cata. Qu'est-ce qui se passe, Aurore Berger ? Il se passe que je crois que les Français ont découvert aussi à la fois la solidité et la fragilité de notre système de santé au moment de la crise sanitaire. Que cette crise sanitaire, elle a révélé, encore une fois, le fait qu'on savait tenir et qu'on a réussi à tenir par la force justement de nos soignants, mais qu'on avait aussi un certain nombre de fragilités. Fragilités qu'il faut qu'on corrige en améliorant la situation des soignants, en revalorisant évidemment leur carrière, leur rémunération, mais aussi qu'on fasse sauter un certain nombre de verrous. Au moment de la crise sanitaire et du Covid, on nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, ça sera plus jamais comme ça. La vérité, c'est que c'est pire aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Non, vous savez bien, et heureusement d'ailleurs que la situation de notre hôpital, elle n'est pas dans la même situation de tension qu'au moment évidemment du pic de la crise sanitaire, parce qu'il n'y a pas la même sollicitation de nos hôpitaux. Seraient-ils capables, nos hôpitaux, d'encaisser une nouvelle crise sanitaire s'il y avait une nouvelle vague de Covid aussi forte ? Ils ont réussi à le faire. Et notre responsabilité, c'est plutôt de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'encaisser une nouvelle crise sanitaire et de prendre toutes les mesures de prévention qui sont évidemment nécessaires. Après, je crois qu'il faut aussi qu'on assume de faire sauter un certain nombre de verrous. C'est ce que nous, on va faire avec une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il y avait un modèle qui faisait, par exemple, que vous aviez besoin de passer par votre médecin traitant pour aller directement voir votre kiné, par exemple. Mais si vous avez une entorse, je considère qu'il faut que vous puissiez aller voir directement votre kiné. Il faut aussi qu'on fasse plus confiance à d'autres professions médicales. Je pense à nos sages-femmes, je pense à nos infirmières en pratique avancée, je pense à nos pharmaciens. Mais oui, mais c'est l'ensemble du système de santé. 59 soignants et infirmiers sont en arrêt maladie, ils sont en crack, pour tout dire. Quelle réponse vous allez leur apporter à ces soignants? Et quand il manque 55 soignants sur 59, les patients, ils ne peuvent pas être pris en charge correctement. Et parce que vous voyez bien que l'hôpital, il est à la fois en première ligne et en bout de chaîne d'un système qui doit être repensé. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi les Français aujourd'hui viennent de plus en plus massivement aux urgences? Souvent parce qu'ils sont contraints d'y venir. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une médecine libérale. Parce que les médecins disent on n'est pas assez payés, on s'en sort pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit agir en début de chaîne, faire en sorte de former plus de médecins. C'est ce qu'on fait, vous le savez bien, en ayant fait sauter
le numerus clausus, ça prend du temps. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant le délai où on n'a pas suffisamment de médecins encore qui sont diplômés et qui peuvent être en exercice? Eh bien, on fait en sorte que ceux qui sont en cours de formation, notamment une 4e année de médecine générale, puissent venir renforcer sur le terrain aujourd'hui les professionnels de santé. On fait en sorte que toutes les autres professions médicales qui demandent aussi parfois moins de temps de formation puissent directement aider et accompagner les Français. Encore une fois, aujourd'hui, un étudiant en 4e année va pouvoir recevoir des patients. C'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire on crée cette 4e année de médecine générale. Pourquoi ? Pour faire en sorte de déployer plus d'internes directement dans les territoires, avec des gens qui sont évidemment accompagnés par des médecins. L'idée, c'est pas de la médecine au rabais, c'est pas du tout ça. C'est de faire en sorte que l'ensemble du territoire... Aujourd'hui, toute la France est un désert médical. Toute la France. Il n'y a pas Paris versus tel ou tel territoire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on accepte aussi, encore une fois, je vous le dis sincèrement, de faire monter en compétence toutes les autres professions médicales qui sont des réponses très directes. Aujourd'hui, vous faites vacciner par votre pharmacien. Il y a 2 ans, c'était impossible de vous faire vacciner contre la grippe par votre pharmacien. Aurore Berger, toute la France est en désert médical. Ça ne va pas dans les urgences, ça ne va pas pour les médecins libéraux. Ça fait presque 6 ans que vous êtes au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un échec de votre part, là? Parce que les problèmes de l'hôpital, ils ne datent pas d'hier. On a eu une belle piqûre de rappel pendant le Covid et aujourd'hui, dans une situation qui est celle qu'on connaît. Mais il y a juste accepter un moment à la fois de regarder la situation telle qu'elle est et de prendre des mesures. Encore une fois, des mesures d'anticipation qui auraient mérité d'être prises bien avant, mais qu'on a prises, nous, et on a pris nos responsabilités. Je vous le dis notamment sur la question du nombre de médecins qu'on arrive à former. Mais il ne vous aura pas échappé qu'un médecin, il ne se forme pas en 5 ou en 6 ans. Il se forme plutôt en 10 ans. Donc on a encore 4 et 5 années. On manque aussi d'aides-soignants, des gens qui veulent plus faire ce métier, parce qu'ils ne sont pas assez bien payés, parce qu'ils font des horaires de fou, parce qu'ils sont obligés de combler toutes les insuffisances. Je le sais, nous le savons, on va en permanence au contact des professionnels de santé, on se déplace dans les hôpitaux, on écoute les organisations syndicales, donc on le sait. Donc on fait quoi? On augmente les rémunérations de l'ensemble des soignants, et pas juste avec des primes, avec des rémunérations qui augmentent dans la durée. Encore une fois, on fait monter toutes les autres professions médicales en compétences. On ajoute cette 4e année de médecine générale pour qu'il y ait une réponse plus immédiate qui soit apportée, et pas juste une réponse dans 10 ans. On accompagne les collectivités pour qu'elles puissent créer des espaces de santé qui font quand est-ce qu'on sort de la crise? Quand est-ce que le plus dur sera passé? Mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté de dire aux Français qu'à partir du moment où on forme en 10 ans, une fois que vous faites sauter le numerus clausus, une fois que vous formez plus de médecins, c'est malheureusement pas immédiat. Donc, ce qu'il faut, encore une fois, c'est continuer à mieux rémunérer nos soignants, parce que sinon, en effet, à un moment, ils craquent, ils partent sous la pression, et comme ils sont moins nombreux, évidemment, la pression se reporte sur ceux qui restent et sur ceux qui sont présents. Je le dis aussi aux médecins libéraux. Est-ce qu'il faut augmenter les médecins libéraux? Est-ce qu'il faut leur donner raison? Est-ce qu'il faut passer la consultation de 25 à 50 euros? Je crois que ce qui est présenté de 25 à 50 euros me semble excessif. Après, est-ce qu'il faut revaloriser? C'est une discussion qui est en cours avec le ministre de la Santé. Il y a sans doute des revalorisations qui doivent exister parce que la médecine de ville, c'est la première porte d'entrée naturelle, légitime des Français vers l'accès aux soins. Donc il faut évidemment préserver la médecine de ville. Donc ça passe aussi non seulement par la rémunération, ça se passe par le fait de les délester d'un certain nombre de charges administratives qui les empêchent en réalité d'exercer la médecine parce qu'ils sont occupés par d'autres tâches. On va avancer un tout petit peu. Elisabeth Borne reprend aujourd'hui les consultations sur la réforme des retraites. Elle reçoit les syndicats. Ce sera aujourd'hui, ce sera demain. Mais que reste-t-il à négocier? On a entendu la détermination du chef de l'État lors des vœux du 31 décembre. Il y a plein de choses qui restent à négocier sur une réforme des retraites. On se focalise beaucoup sur la question de l'âge légal de départ à la retraite, mais il y a d'autres sujets qui sont essentiels. C'est la question notamment des carrières longues, c'est-à-dire est-ce que vous avez commencé à travailler tôt, voire très tôt, et donc à partir de quelle durée de cotisation vous avez le droit de partir. C'est évidemment impensable et jamais on a eu l'idée de se dire qu'il faudrait travailler 46, 47 ou 48 ans pour avoir le droit de partir à la retraite. Donc c'est ce point-là. C'est la question du travail des seniors. Et moi je le dis aussi clairement au patronat sur l'index. Sur ce point-là. Est-ce que sur la forme, c'est le moment? Regardez la ligne de la dépêche. Météo sociale, le fond de l'air est frais. Très bien, mais je pense que vous prenez la même une, vous l'auriez eu il y a 5 ans, ou vous l'avez eu, à mon avis, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a tenté dans notre pays de faire une réforme des retraites. Je crois qu'elle est nécessaire. Le point de départ, c'est quand même... Maintenant. Et le point de départ, c'est quand même accepter le constat. Vous m'avez dit il y a quelques instants sur la question de la réforme de la santé, notre système de santé, qu'il aurait mieux fallu que d'autres anticipent. Vous ne pouvez pas nous dire à nous maintenant, vous avez tort d'anticiper parce qu'on n'est pas immédiatement dans le mur. Mais on a quand même un sujet qui est à la fois pour nos retraités actuels, garantir le paiement de leur retraite à la fin du mois, le faire en sorte que ce soit pérenne dans le temps, et puis encore une fois, faire des avancées qui sont des avancées sociales. Je pense notamment, et j'y reviens, à la question de l'emploi des seniors, et je le dis au patronat, on veut mettre en place un index senior
Pourquoi? Mais pour garantir qu'encore une fois, nos seniors ne sont pas la variable d'ajustement et puissent rester dans l'emploi le plus longtemps possible, parce que c'est important de garder évidemment leurs compétences. Une dernière question rapidement. Une petite phrase d'Emmanuel Macron suscite la polémique. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Elle vous inspire quoi, cette phrase? Je crois qu'on a tous pris une espèce de mur de réalité aussi, parce que tout d'un coup, on a eu cette crise climatique qui s'est exprimée directement sur notre sol. On a vu la France être défigurée par les incendies spectaculaires qu'on a eu notamment en Gironde. Donc c'est prendre la mesure à un moment de l'urgence, tout simplement parce que c'est rentré dans le quotidien des Français. Des alertes lancées dans les années 70 et 80. Là, c'est pas. La question est pas la guerre en Ukraine, c'est peut-être pas prévisible. Autant la crise climatique. La question n'est pas de remettre en cause, encore une fois, la compétence scientifique et les alertes des scientifiques. C'est qu'à partir du moment où ça rentre dans le quotidien des Français, de manière extraordinairement brutale, comme ça a été le cas cet été, et quand ça rentre dans le quotidien des Français, y compris en termes de pouvoir d'achat, évidemment, on y est beaucoup plus sensible, et on y est beaucoup plus sensible collectivement, avec parfois des sujets où on voit bien que la question du pouvoir d'achat, elle se percute à la question de l'emploi. Et moi, je le dis aussi à la grande distribution, à un moment, protéger les Français, c'est protéger les consommateurs, mais c'est aussi d'abord protéger leur emploi. Merci.